بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. Euh, je vous rappelle, la dernière fois, nous avons fait une petite introduction à laquelle nous avons rentré au domaine de la bioinformatique. Et lors, nous avons euh, pu retenir trois essentiels, ou trois définitions essentielles. Donc, ces trois définitions, donc, je vais vous le répéter car on va les utiliser durant tout au long de nos futurs cours de la bioinformatique. Là, je parle exactement euh, de la définition tout d'abord de la bioinformatique. Là où nous avons dit que la bioinformatique est un nom composé. Ce nom est composé essentiellement de deux sous-noms. Donc, tout d'abord, il est composé de bio, donc la préfixe, qui a une relation avec le système de la vie, et nous avons par la suite le suffixe informatique. Donc là, nous avons précisé que ce terme-là n'a rien à voir avec l'utilisation des ordinateurs ou même euh, l'informatique comme une science. Mais là, on veut dire par informatique l'information. Parce que à travers la bioinformatique, on cherche tout simplement à retrouver des informations cruciales à l'intérieur de deux types de structures. Donc, que ce soit à l'intérieur des séquences protéiques ou à l'intérieur des séquences nucléiques. Donc, le deuxième terme, dont on juge vraiment important et qu'on va l'utiliser ailleurs, c'est euh, le terme génome. Donc là, génome veut dire tout ce qui est comme ADN à l'intérieur d'une cellule vivante. Donc c'est vraiment euh, tout l'ADN contenu dans une cellule vivante. Alors que le dernier terme qu'on veut vous le rappeler aujourd'hui, c'est le protéome, qui à son tour veut dire toutes les protéines qui sont exprimées ou qui ont été exprimées dans un moment donné de la vie cellulaire. Parce que vous savez certainement que les cellules vivantes peuvent exprimer différemment leur contenu en protéines d'un moment à l'autre. Donc, expression génétique de la cellule, donc ce qui donne par la suite des protéines fonctionnelles à l'intérieur d'une cellule. Donc, ça diffère d'un moment à l'autre selon tout d'abord le besoin de la cellule et selon son adaptation vis-à-vis à son environnement. Donc, il y en a plusieurs facteurs euh, qui interviennent là. Donc, cette fois-ci, on va toujours continuer et on va encore approfondir. On va parler des choses un petit peu plus sérieuses. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec la toute première compilation des séquences protéiques. Donc là, on va commencer avec la bioinformatique proprement dit. Donc, la première compilation des séquences. Compilation veut dire regroupement, autrement dit, ou collection. Donc, je reviens à Margaret Oakley-Dayhoff avec euh, son équipe, oui, euh, qui ont, euh, qui ont déjà fait la compilation euh,
pour la première fois une compilation de séquences protéiques. C'était dans un ouvrage qu'ils l'ont appelé Atlas of Protein Sequence Instruct, qu'ils l'ont publié en 1965. Donc, à cette date-là, ils ont déjà publié leur premier volume dans ce sens. Et à partir de ce moment, euh, on peut parler vraiment, comment dirais-je, de la bioinformatique proprement dit. Donc, là, voici au milieu une feuille qui est extraite à partir de cet ouvrage. Comme vous voyez, cette feuille illustre une séquence. Je veux vous agrandir un petit peu pour que ce soit clair. Donc, comme vous voyez, là, nous avons une séquence protéique, là où on symbolise euh, les acides aminés avec une lettre, en utilisant une lettre. Donc, vous voyez, celle-ci, c'est la séquence de l'hémoglobine ou l'alpha-hémoglobine humaine, euh, décrit en utilisant la symbolisation et une lettre. Tout en dessous, là, ils ont fait la même structure, la même séquence, en utilisant trois lettres. Donc, c'est plutôt euh, cette forme-là qu'on va voir prochainement durant nos cours. Donc, en bioinformatique maintenant, notamment dans les bases et les banques de données, et lors des analyses en utilisant des outils spécifiques de la bioinformatique, on n'utilise que des, euh, des structures ou des séquences là où on utilise une symbolisation avec une lettre d'acide aminé. On n'utilise jamais cette forme-là avec trois lettres. Donc, ils ont mis également toute une petite analyse concernant la composition en acide aminé de cette séquence-là. Voilà. Donc, et de par ces travaux que Margaret Oakley-Dayhoff était dénommée la mère de la bioinformatique. Parce que là, vraiment, avec la publication de l'atlas de protéines, qui ressemble un petit peu à une base ou une banque de données actuelle. Ça ressemble un petit peu. Et donc là, comme je viens de vous dire, on a pu parler lors de la bioinformatique proprement dite. Donc, banque de données. Et alors, qu'est-ce que veut dire? Donc, généralement, une banque de données, ça représente une grande ressource électronique qui collecte, gère et archive et met à disposition à la communauté scientifique un ensemble de données primaires, c'est-à-dire obtenues expérimentalement. Donc, une banque de données, c'est généralement un grand espace électronique, c'est une grande ressource, là où euh, n'importe quel chercheur qui travaille sur le séquençage, soit protéique ou nucléique, il peut, après leur publication, donc ils peuvent euh, regagner une banque de données et mettre leur séquence et tout ce qui est comme information relative à cette séquence dans une banque de données. Donc, à cet instant, les banques de données contiennent des milliers de séquences, que ce soit nucléiques ou protéiques, dans leurs archives. Donc, ces, ces séquences-là peuvent être gérées en utilisant des outils spécifiques. Donc, et encore,
ces collections-là ou ces ressources-là, elles sont toujours mises à jour, donc à n'importe quel moment, n'importe quel chercheur qui veut mettre euh, sa séquence nucléique ou protéique dans une banque de données, il peut le faire d'une manière assez simple. Alors, cette collection, cette archive des séquences, elle est disponible. Donc, c'est une ressource ouverte qui est disponible d'une manière gratuite à la communauté scientifique. Donc, vous pouvez aisément et facilement aller sur une banque de données, que ce soit protéique ou nucléique, pour en rechercher et retrouver nos besoins en séquences et structures et toutes les informations relatives à eux. Donc, c'est ce qui veut dire banque de données. Encore là, euh, bien entendu, les séquences qu'on retrouve normalement sur ces banques de données sont obtenues d'une manière expérimentale, c'est-à-dire que les chercheurs qui ont déjà mis leurs séquences dans ces banques de données, ils ont déjà ils ont déjà les séquencé en utilisant des techniques de séquençage dans un laboratoire de biologie moléculaire ou de génétique. Bon. Banque et base de données. Donc, banque des données bioinformatiques. En anglais, on l'appelle primary database, alors que base de données, ça s'appelle secondary databases. Donc, pourquoi là, il serait utile de répondre à la question pourquoi on utilise des banques et des bases de données bioinformatiques. Donc, ce que nous a obligés vraiment à utiliser ces bases et ces banques de données bioinformatiques, ce sont les techniques récentes de la biologie moléculaire. Donc, ces techniques récentes dont on a inventé et on a commencé à exploiter et explorer presque au début des années 2000. Donc, ces techniques permettent de générer et d'obtenir une très grande masse des quantités des séquences, notamment les séquences notamment des séquences nucléiques. C'est ce qu'on appelle les big data. Donc, et ces grandes quantités de données ne peuvent pas être malheureusement à cette époque stockées dans des publications traditionnelles ou dans des ouvrages qui peuvent être périodiquement publiés. Parce que là, il serait impossible de faire imprimer des données à l'ordre de gigas, voire de téra quantité des données. Ben, par exemple, là, euh, je vais vous présenter les trois technologies de séquençage massif ou ce qu'on appelle Next Generation Sequencing en anglais. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le séquençage massif en français. Ben, vous avez par exemple par là tous les critères techniques, le plus important, qu'on va voir pour chacune de ces technologies. Donc, nous avons le pyroséquençage en utilisant les pyroséquenceurs 454. Nous avons au milieu la technique de fluoroséquençage en utilisant
la technologie Sodexo et nous avons finalement le séquençage solide en utilisant euh, la technologie solide. Donc, la parallélisation, ça veut dire combien de fragments d'ADN, donc pour être clair, c'est- c'est- ces appareils et cette technologie est dédiée à la séquençage des acides nucléiques, à l'ADN. Ben, euh, je reprends, donc parallélisation veut dire combien de fragments d'ADN peut être séquencé en parallèle, en même temps, sur euh, le même appareil. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous aide à obtenir des très grandes quantités de données vers la fin de séquençage. Donc, pour le pyroséquençage, on peut en parallèle réaliser ou séquencer 4 multiplié par 10 à la puissance 5 fragments d'ADN, c'est-à-dire euh, 400 000 fragments d'ADN. Par la technologie de bioséquençage, on peut aller même jusqu'à 30 millions. 30 millions, vous imaginez une telle quantité de données qu'on va obtenir vers la fin de séquençage. Donc, c'est 30 millions de fragments qu'on peut séquencer en parallèle. À travers le séquençage solide, on peut même aller à 50 millions de fragments qu'on peut les séquencer en parallèle. Nucléotides par lecture. Donc, en utilisant ces techniques ou cette technologie récente, on peut euh, faire des sauts de lecture lors des séquençages des fragments nucléiques. Donc, dans un saut de lecture, on peut faire une lecture d'environ 400 nucléotides en utilisant le pyroséquençage et environ 50 euh, nucléotides qui peut être lus dans un seul saut en utilisant le pyroséquençage, alors que un petit peu moins, un petit peu plus loin, en utilisant le séquençage solide. C'est environ 35 nucléotides seulement. Mais là, si on compare les autres critères techniques, là, vous voyez que la parallélisation, elle est plus grande qu'avec le séquençage solide ou le fluoroséquençage. Donc, ce qui va d'une manière ou d'une autre d'obtenir toujours des quantités de données plus grandes qu'en utilisant lorsqu'on utilise le fluoro ou le séquençage solide. Ben, le temps d'obtention euh, de la séquence. C'est environ 8 heures en utilisant le pyroséquençage. Vous voyez, le temps commence à être plus important avec les deux autres technologies. Donc, c'est environ 144 heures avec le fluoroséquençage et même à 240 heures en utilisant le séquençage solide. La longueur de séquence qu'on peut aller séquencer en utilisant ces technologies, donc c'est environ 5 multiplié par 10 à la puissance 8. 8, c'est donc environ 500 millions paires de bases qui représentent la longueur des fragments nucléiques qu'on peut séquencer en utilisant
cette technologie, donc le pyroséquençage, c'est vraiment énorme. On peut aller à 4 milliards de paires de bases azotées en utilisant le fluoroséquençage et même à 20 milliards qui est la longueur du fragment qu'on peut séquencer en utilisant les séquençages solides. Donc, donc un peu de statistique afin d'estimer l'impact de l'exploitation de la nouvelle technologie de séquençage massif nucléique sur l'augmentation de la quantité de données en bioinformatique. Donc, la courbe à gauche donc, représente la progression ou l'évolution des données en bioinformatique dans un banc. Donc, la courbe illustre le nombre de séquences nucléiques retrouvées sur l'archive de GenBank en fonction des années. Et donc là, on peut apercevoir la présence de deux périodes bien distinctes. Donc la première période, c'est celle qui a pris la forme aplatée euh, et qui commence au début des années 80. Là, on a créé GenBank. Donc, cette forme aplatie qui dit aux faibles quantités de données de séquençage retrouvées dans l'archive de cette banque de données. Donc, et qui allait jusqu'en début des années 2000. L'autre période, c'est la période qui est presque en perpendiculaire avec l'axe des abscisses, exprimant une, si vous voulez dire, une explosion de la quantité de données bioinformatiques au niveau de l'archive de cette banque de données. Donc, les années 2000 ou le début des années 2000 correspond à, au début de l'utilisation de la nouvelle technologie de séquençage massif, ce qui a permis de générer, bien entendu, un nombre énorme de données qui ont été stockées par la suite dans l'archive de GenBank. Donc, par là, vous pouvez voir donc, nettement l'importance ou l'impact de l'utilisation de la technologie Next Generation Sequencing euh, dans, euh, dans ce domaine. On étudie l'utilisation du support classique papier afin de stocker ou compiler toute cette quantité de données. D'où l'importance de l'utilisation actuelle de banques et de bases de données comme ressources électroniques pouvant contenir toute cette quantité de données. Notre courbe à droite exprime l'exposition de la quantité de données exprimée sous forme de deux types de données, donc sous forme de nucléotides et d'entrées. Donc les entrées qui correspondent aux séquences nucléiques dans les trois grandes banques de données nucléiques, DDBJ, OMBF et GenBank. Fin des années 90, là,
où on a commencé à vraiment utiliser et exploiter la nouvelle technologie de séquençage nucléique, que le nombre de données bioinformatiques a pris une forme exponentielle pour aller à presque 90 millions de séquences dans ces trois différentes banques de données. Donc, imaginez le nombre actuel de séquences sur GenBank ou NBM ou DDBG. Alors, je pense qu'il est essentiel de répondre à la question: What differences between primary databases and secondary databases? Donc, primary databases, c'est ce qu'on appelle banque de données en français, alors que secondary databases, c'est ce qu'on appelle base de données en français, base de données spécialisée. Alors, la réponse à une telle question, donc, elle est très importante pour enlever toutes sortes d'ambiguïtés qui va gêner votre compréhension plus tard. Donc, informatique, une base de données spécifique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'archive d'une base de données, on ne retrouve que des données qui sont homogènes, relatives, par exemple, à un gène donné, à une protéine ou un type de protéine donnée, par exemple, que les enzymes. On peut également retrouver des données qui sont relatives à une espèce bien déterminée, alors que euh, dans le cas des banques de données, donc qui ressemblent à une ressource plus vaste et plus hétérogène, plus généraliste, car au niveau d'une banque de données, on peut retrouver des données correspondant à des séquences nucléico-protéiques provenant de n'importe quelle espèce et qui peuvent exprimer n'importe quelle différentes fonctions. On peut retrouver des séquences protéiques exprimant par exemple des enzymes, des protéines régulatrices, des protéines disrupteurs, des gènes qui peuvent remplir de diverses fonctions et de divers rôles. On peut retrouver des séquences appartenant à une diversité et hétérogénéité d'espèces et d'organismes, que ce soit virus, bactéries, champignons, végétaux, des animaux, etc. Ça, c'est la principale différence entre une banque et une base de données. J'ai regroupé pas mal d'exemples sur des bases de données spécifiques. Par exemple, vous avez EMGT, donc c'est une base de données spécifique au système immunitaire. Comme vous voyez là, on ne retrouve que des séquences nucléico-protéiques exprimant par des récepteurs de lymphocytes T, pour des CMH ou pour des immunoglobulines. Par exemple, HIV, donc c'est une base de données qui est spécifique au virus du sida. Donc là, on ne retrouve que des protéines et des séquences nucléiques donc, qui peuvent être exprimées au niveau euh, des particules virales de sida. Par exemple, par là, vous avez enzyme, donc, qui est normalement une base spécifique exclusivement pour euh, les enzymes. Encore, vous avez par exemple un R-SAP qui est spécifique au Bacillus subtilis, donc cette espèce bactérienne. Encore, on peut par exemple parler de FlagBase. Donc, c'est une base de données qui est spécifique aux drosophiles, donc à l'espèce Drosophila melanogaster et ainsi de suite.
Les banques de données généralistes, c'est ce qu'on appelle primary databases en anglais. Donc, on peut dire que les banques de données généralistes sont de deux types. Donc, on a des banques nucléiques et des banques protéiques. Donc, tout d'abord, on va commencer avec le premier type, donc les banques nucléiques. Donc, généralement, on a trois grandes banques nucléiques. Donc, tout d'abord, GenBank, d'origine américaine, appartenant à l'NCBI, donc National Center for Biotechnology Information, et qui peut être consulté via le lien en bleu. Donc, c'est jusqu'en 2004, cette banque de données, elle contenait presque 39 millions d'entrées, qui correspond à 39 millions de séquences nucléiques plutôt. Donc, en deux, vous avez OMBL, donc la banque européenne, appartenant à European Molecular Biology Laboratory, et qui peut être consulté via ce lien en bleu, qui contenait presque 44 millions et demi dans la même année. Donc, dernièrement, DDBJ pour DNA Data Bank, ou Database plutôt, of Japan, donc, d'origine japonaise, qui peut être consulté en utilisant le lien suivant. Donc, cette banque de données est créée en 1986 et elle contenait, dans la même année, toujours en 2004, presque 38 millions d'entrées. Les banques de type protéique. Là, on va parler également des trois principales banques de données protéiques. Donc, on va commencer par PIR, for Protein Information Resource. Donc, qui a été créé en 1984 et qui contenait euh, 283 000, 283 416 entrées, qui correspond au même nombre en séquence de protéines. Donc, son interface peut être consultée en utilisant le lien suivant ou tout simplement, on peut aller sur le moteur de recherche Google et de taper Protein Information Resources afin d'accéder à l'interface de cette banque de données. Deuxièmement, SwissProt est dans l'archive contenait que des séquences protéiques qui sont obtenues exclusivement par le séquençage au laboratoire. Donc, les protéines, les séquences protéiques euh, existant dans l'archive de cette base ou de cette banque plutôt protéique, donc, sont ici par l'expérimentation au laboratoire. Ce sont des séquences vraiment réelles. Donc, trois, donc nous avons TR-EMBL pour Translated EMBL. Donc, c'est OMBL que nous avons déjà parlé. Donc, c'est la banque dont on a déjà parlé, c'est la banque nucléique dont on a fait la traduction de ces séquences CDS. Donc, on va voir donc, la signification de ce terme plus tard. Donc, CDS, normalement, elle veut dire Code in DNA Sequence. Et la signification de cette abréviation, on va le voir dans nos prochains cours, Inch'Allah. Donc, à l'inverse de SwissProt, dont on retrouve seulement des séquences réelles qui sont obtenues via l'expérimentation au laboratoire, là, on ne trouve que des séquences euh, protéiques virtuelles qui sont ici
automatiquement par la traduction des séquences nucléiques de type CDS. Comme nous avons également GenPET, qui est la forme traduite de tous les CDS qui existent sur GenBank. Depuis 2002, suite au consortium regroupant les trois groupes SwissProt, TRMBL et PIR, donc une source plus universelle, UniProt, pour Universal Protein Resource, constituée par les trois groupes. Donc, les trois banques ou les fondateurs de trois banques protéiques dont on a parlé, euh, PIR tout d'abord, et par la suite SwissProt, et finalement TRMBL. Donc, ils ont fait un consortium en 2002. Et donc, ils ont par la suite réuni tous les trois pour créer une nouvelle ou un nouveau plateforme qu'ils l'ont appelé Uniprot. Donc, Uniprot est, est une nouvelle banque de données protéique qui fut apparaître en 2002 et qui contenait tout ce qui est dans la comme séquence protéique dans l'archive de PIR, de TRMBL et de SwissProt. Donc maintenant, pour rechercher, par exemple, la séquence, la structure d'une séquence protéique, il est plus pertinent d'aller sur NeProt et de faire notre requête de recherche au lieu d'aller sur un des trois banques des données protéiques qu'on a vues tout à l'heure. Finalement, nous avons PDB, donc, qui est une banque protéique qui est bien distincte, notamment par ses contenus en structure 3D des protéines. Donc, PDB, c'est pour Protein Data Bank, Protein Data Bank. Donc, cette banque de données, elle contient euh, tout, ou la structure trois-dimensionnelle de, de toutes les protéines dont on a déjà élucidé par expérimentation la structure 3D, que ce soit par cristallographie au rayon X ou par l'utilisation de spectroscopie à Raman. Donc, ces données expérimentales sont déposées dans un Protein Data Bank par des biologistes et des biochimistes du monde entier et appartiennent au domaine public. Donc, c'est une ressource ouverte et gratuite. On va voir un aperçu sur les interfaces des banques de données protéiques et nucléiques dont on a déjà parlé. Donc, celui-ci, c'est l'interface de GenBank, la banque nucléique américaine. Celui-là, c'est l'interface de EMBL, la banque nucléique européenne, qui contenait également Tier EMBL, la banque euh, protéique, qui est ici par euh, la traduction automatique de toutes les séquences CDS contenues dans l'archive nucléique de EMBL. Par là, nous avons DDBG, donc DNA Data Bank of Japan, c'est son interface. L'interface des banques protéiques, nous avons par là PIR, PIR, ça c'est l'interface de SwissProt. Et finalement, ça c'est l'interface de UniProt, la banque protéique universelle. Nous avons également
par là l'interface de PDB, là où vous voyez une structure 3D schématique reflétant le contenu de cette banque de données.